Donc, nous allons passer à notre première table ronde de la journée. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien. Le thème que nous avons choisi, c'est les collections, en avoir trop ou pas du tout. Que fait-on de nos collections du passé, parfois dépassées? Comment renouveler le regard sur nos collections? Comment crée-t-on les conditions de la rencontre entre collection et public dans un espace donné? Comment construit-on l'histoire que l'on veut raconter dans l'exposition? Comment passe-t-on du discours à un espace incarné et sensible? Et ça, c'est très difficile. Comment plante-t-on le décor pour que le public joue la pièce? Comment donner à voir pour s'émouvoir? Comment créer des frottements, des perméabilités entre des champs ordinairement séparés pour proposer une expérience inédite entre sérieux et légèreté? Donc nous allons aborder toutes ces questions éminemment complexes et éminemment passionnantes avec nos 5 invités qui vont nous montrer des cas de figure assez contrastés à travers des institutions de nature différente. Certaines ont des collections, d'autres non. Certaines conservent des collections réunies il y a un siècle ou plus, d'autres collectent un patrimoine produit aujourd'hui, souvent de nature immatérielle. Certaines modifient en profondeur leur espace d'exposition et d'autres le patrimonialisent. Donc, sans transition, je vais donner la parole à Vincent Véchambre, qui est directeur du RISE et qui propose actuellement une exposition qui s'intitule « Instruments voyageurs, le monde sonne à notre porte », qui est un projet de recherche-action mené par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes et l'École nationale de musique de Villeurbanne. Et Vincent, j'ai envie de vous demander justement comment on expose des pratiques musicales à travers des histoires de migration, avec quel ressort muséographique? Comment avez-vous construit le parcours de cette exposition avec ses différentes séquences? Et comment vous avez mis en place les conditions de la co-construction de ce projet muséographique? Puisqu'on l'a compris, il y a eu un partage d'expertise avec des communautés patrimoniales. Et voilà, je voulais savoir si ce partage s'était fait plutôt avant, pendant ou après l'exposition. Merci Valérie, je pense que je ne vais pas réussir à répondre à toutes les questions, mais il y aura aussi un échange après. Je vais essayer quand même, dans un temps très rapide déjà, de vous donner à grands traits, un très grand trait, comment ça s'est passé, cette affaire-là. Vous montrer aussi quelques images. Voilà, ça permettra aussi de s'accrocher et puis peut-être de revenir sur des questions que je n'aurais pas bien traitées. Et puis une dernière chose, c'est que d'abord merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là et de vous retrouver. Ma collègue qui est responsable des expositions, Anne-Marie Deledec, aurait été mieux placée que moi pour parler de tout ça. Mais elle est en train de justement monter la prochaine, puisque l'exposition s'est terminée la semaine dernière, celle dont je voulais vous parler à l'instant. Alors, cette exposition, donc, elle est une exposition d'abord qui, sans présenter le RISE, se passe finalement chez un membre de cette fédération, mais qui reste un membre un peu, comment dire, atypique, même si on n'est pas les seuls dans cette position-là. Je pense que Xavier Dassel avait été assez convaincant quand il était venu à la FEMS, justement, pour que ce lieu-là, qui finalement est assez hybride, avec sa médiathèque, ses archives, son pôle recherche, sa salle d'exposition, sa salle de spectacle aussi, puisse intégrer finalement cette famille des écomusées et musées de société, même si on s'y sent tout à fait bien. J'aurai l'occasion de le redire. Alors ce lieu-là, il n'est pas tout à fait sans collection, puisqu'il a des archives. Je viens de les mentionner, et c'est vrai que pour chacune des expositions, c'est souvent le réflexe que nous avons, c'est de vérifier est-ce que l'on a de la matière dans les archives. Bon, dans le cas présent, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et je dirais que c'est de moins en moins le cas. Effectivement, on s'affranchit peut-être de plus en plus de ce qui est en quelque sorte notre existant. Alors sur le sujet, nous avions malgré tout quelques documents. Alors évoquer les partenaires, c'est déjà raconter une histoire spécifique, c'est-à-dire que c'est la première fois que cette exposition, on la faisait à 3. Et ça, c'est pas rien. Ça change vraiment la façon de travailler. À 3 avec donc un partenaire CM Terra, Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, qui est labellisé Ethnopole.
sur la thématique musique migrante, ce qui va bien avec le RISE, puisque c'est un des axes fondateurs, la question des cultures et patrimoines issus de la migration. Et puis donc l'École nationale de musique, qui est aussi une école où l'on enseigne le théâtre et la danse, et qui est assez reconnue pour avoir introduit assez précocement des esthétiques diverses venues du monde entier et des pratiques musicales très contemporaines. Alors ça s'est passé sur, je dirais, une idée initiale qui était celle de Martial Pardo, qui était l'ancien directeur de l'ENM et qui rêvait depuis longtemps, il nous en parlait, de proposer, de révéler l'instrumentarium de Villeurbanne. Et là, on est complètement dans la problématique des écomusées, musées de société, en partant du principe que certes, ni les uns ni les autres n'ont de collection sur le sujet, mais que potentiellement sur ce territoire-là, on va pouvoir aller à la rencontre d'instruments de musique et de pratiques extrêmement diverses, et en faisant le pari d'ailleurs que partir de ces objets instruments de musique va nous permettre de tout simplement convoquer ni plus ni moins que le monde entier. C'est un peu ça l'idée de départ, tout simplement, et donc partir de cette idée que c'est le territoire villeurbanais qui est le conservatoire dans cette affaire-là. Pour constituer finalement la matière à cette exposition, nous avons donc réalisé une collecte qui a démarré assez tôt, en 2018, avec notamment le savoir-faire du CMTERA, qui était parfaitement légitime et qui nous a particulièrement, je dirais, accompagnés et même formés les uns les autres pour constituer ces rencontres, puisque une collecte, c'est d'abord des rencontres, c'est ensuite effectivement la captation de témoignages, de portraits, et puis aussi c'est commencer à dire aux gens, et vous ne le prêteriez pas, votre instrument, là, pendant quelques temps. Donc ça s'est passé dans la durée, et en essayant de constituer, je dirais, un climat de confiance, une relation de confiance avec la centaine de personnes qui ont accepté de partager témoignages, portraits, voire instruments de musique. Alors pour ça, je ne reviens pas sur les méthodes, mais on a essayé de varier les entrées de l'espace public jusqu'à des entrées plus spécifiques comme l'entrée École nationale de musique. Un mot sur le scénographe qui nous a accompagnés. Alors ça s'est fait à l'issue d'un instrumentathon. Je n'ai pas le temps d'en parler, on en parlera peut-être dans l'échange. On avait rassemblé, outre les trois partenaires, aussi des personnes rencontrées, des collègues ici présents d'ailleurs, et puis des chercheurs. Et puis donc on a choisi, à partir d'un cahier des charges élaboré collectivement, ce scénographe, donc le muséophone Saint-Étienne, qui nous avait déjà accompagnés sur une exposition qui s'appelait Engagement, petit clin d'œil à la thématique des journées nationales. Alors le parti pris de travailler avec muséophone, c'était aussi le parti pris de mettre en avant d'abord les paroles, le son des voix des personnes que nous avions rencontrées. Et quand on rentrait dans l'exposition, on ne voyait pas forcément en premier lieu les instruments de musique, et ça c'était un petit peu voulu. Mais on voyait en particulier ces espèces de cloches, enfin ces cloches je vais retrouver le terme. Ça me reviendra, dans un matériau justement étudié spécialement pour l'acoustique en feutre, j'y suis arrivé, et donc il fallait en quelque sorte les contourner et peut-être même rentrer dessous pour entendre les témoins, pour ensuite découvrir des instruments de musique. Donc parti pris effectivement scénographique visant à mettre peut-être en premier lieu au centre de l'exposition cette question de l'écoute et de l'intimité avec les témoins. Sachant qu'un tout petit détail, au milieu vous avez une cloche plus large qui convoque cette fois-ci non pas le rapport individuel, intime de ces témoins, de ces personnes rencontrées avec leurs instruments, mais la pratique collective qui est aussi symboliquement, elle, au centre de l'exposition. Deux autres partis pris, parmi d'autres, qui sont sortis de cet instrumentathon, c'est, pour reprendre le terme de Jacques Hénard qu'il nous rappelait hier soir, donc pas de vitrinification, donc une proximité avec les instruments qui nous ont été prêtés, ce qui était un vrai pari et qui supposait une belle confiance aussi de la part des gens qui nous ont prêtés. Et d'ailleurs, on s'est dit, mais s'il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui nous prêtent, ça va être formidable. Puis finalement, on en a eu plus de 60 des instruments de musique. Ça a été tout à fait inespéré. Alors, pas tout à fait d'absence totale de vitrine. Il y avait deux instruments qui étaient très spécifiques. Je fais juste une allusion à ce oud d'Hassan, qui est un instrument de musique qui n'existait pas quand Hassan nous l'a raconté, parce qu'il avait fabriqué en prison en Syrie. Et puis donc, il a refabriqué cet instrument de musique pour l'occasion. Et nous l'avons mis en vitrine parce qu'il racontait quelque chose de particulier.
L'autre grand parti pris, c'était qu'on voulait justement, comme je le disais au départ, raconter aussi l'histoire de ces mouvements, de ces déplacements, de ces circulations. Et donc cette grande carte qu'on a voulu, qui nous a finalement contentés, je pense qu'elle était à la hauteur de nos attentes et qui nous a permis d'épingler des dizaines d'instruments. Alors quand je dis épingler, c'est dire un peu rapidement quelque chose qui a été très compliqué, il faut l'avouer, en termes d'accrochage, et qui donc nous a permis de localiser les instruments d'où ils viennent. Alors pas d'où on imagine, en fonction des savoirs scientifiques, d'où ils viennent, je dirais, historiquement, voilà, ou culturellement, mais tout simplement là où ils ont été achetés, acquis, hérités, etc. Et donc ça donne cette carte géante dans laquelle on a voulu effacer toute limite, on a un peu transformé les choses, avec quelques repères malgré tout, de sorte de mettre en exergue ces circulations. Et puis, ce sont les 6 bandes de couleurs que vous pouvez voir, reclasser en quelque sorte les instruments de musique. Alors là, c'est à partir des apports scientifiques qui étaient présents au sein de l'équipe, avec et y compris dans cette catégorisation, les instruments planétaires de nulle part. Alors les instruments de musique, on a voulu aussi qu'ils soient vivants, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes que nous avons rencontrées en cours de collecte ont accepté de venir jouer dans la saison. Alors la saison a été plus tardive que prévu, vous savez pourquoi. Et là, c'est la toute première rencontre musicale sur le parvis du Riz. On est au mois de mars et c'est donc le Corps des Alpes qui sort pour sonner depuis donc la cour du Riz. Autre rencontre avec un facteur d'instrument et puis par ailleurs musicien, donc Jean-Luc Payon autour des flûtes. Shakuhachi aussi, un des premiers concerts de l'année, ce qui effectivement reste fort dans les mémoires. Dernière chose que je voulais évoquer, c'est qu'on a voulu aller au-devant aussi d'un certain nombre de lieux, d'institutions de Villeurbanne, à travers un dispositif relais instrumental et novateur en goguette, un DRING, qui va se décliner aussi durant les prochaines expositions. Et ça, c'est intéressant, ça marche bien, ça a bien circulé, avec un contenu spécifique qui tournait autour de l'histoire de l'accordéon, qui est assez spécifique à Villeurbanne. Voilà, à suivre, donc on est en train de monter la prochaine, qui s'inscrit dans la thématique Place aux jeunes, qui sera centrale pour l'année Capitale française de la culture 2022. Alors j'ai pas vraiment répondu aux attentes de Valérie, on y reviendra peut-être, mais voilà, il y a eu un certain nombre de moments de co-construction avec nos partenaires, avec des habitants rencontrés, et puis quelque chose qui s'est déroulé aussi, c'était important pour nous tout au long de l'exposition en termes de, je dirais, d'écho, hein, avec les instruments qui étaient joués, qui étaient racontés et qui étaient aussi construits avec un certain nombre de facteurs que nous avions rencontrés. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai imposé à nos intervenants un timing très serré. Et merci d'avoir respecté la contrainte. L'idée, c'était vraiment de faire, de faire une présentation courte de moins de 10 minutes pour qu'on puisse réserver vraiment du temps pour l'échange, puisque voilà, l'objectif de cette table ronde à travers l'émulation de ces différents projets, c'est vraiment de susciter des questions avec vous et puis de prendre le temps d'en parler. Donc merci d'avoir joué le jeu. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Philippe Iffry, qui est directeur de l'EPCC, Chemin du patrimoine en Finistère, dont fait partie l'abbaye de Daoulas, dont on va surtout parler ce matin, et notamment qui présente aujourd'hui une exposition qui s'appelle « Amour, récits d'Orient et d'Occident », et qui est fidèle à la vocation de l'abbaye de Daoulas de s'emparer des grandes questions de société. Alors, j'avais envie de vous demander, Philippe, et je sais que mes questions étaient pas forcément pertinentes, mais justement, vous pourrez dire pourquoi, et ça sera intéressant, puisque en fait, on avait pensé à vous, puisque voilà, il y a une dynamique d'exposition très forte, que vous êtes un lieu sans objet, sans collection. Et je voulais vous demander si c'était plutôt une limite ou une opportunité dans le cadre de la programmation de vos expositions. Est-ce qu'un lieu, est-ce qu'un lieu sans collection est condamné à être un musée de discours ? Et finalement, est-ce qu'avec la liberté que l'abbaye de Daoulas vous procure, vous avez vraiment pu lancer un style, une ligne exposition au musée Daoulas? Merci pour toutes ces questions qui sont trop nombreuses pour le temps qui nous est imparti.
Mais enfin, j'ai d'abord, comme nous l'a suggéré Jacques Hénard hier, il faut passer au confessionnal parfois. Et donc j'ai un aveu à faire, c'est que j'étais assez perplexe avec la question qui est générale pour la table ronde, c'est faut-il des collections pour faire une exposition? Alors de manière très scolaire, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Et j'ai pas bien réussi, mais j'ai quelques réponses quand même. Mais ça, c'est que l'introduction. Donc, après, je répondrai à vos questions. Est-ce que ça peut se comprendre, cette question, faut-il des collections pour faire une exposition? Ça peut se comprendre, est-ce qu'il y a une exposition, est-ce qu'il y a des expositions possibles sans qu'il y ait des collections dans cette exposition? Alors, oui, puisque c'est souvent la définition un peu simpliste qu'on donne des centres d'interprétation. On dit, voilà, mais c'est un peu court. Mais enfin, on comprend ça. Après, encore une fois, avec Jacques Hénard hier soir, on comprend que dès qu'un objet chez lui rentre, que ce soit une bouteille, je crois que c'est l'exemple que tu m'avais donné, Jacques, c'était une bouteille d'Évian. Dès qu'un objet rentre dans une exposition, il rentre dans les collections. Alors si le centre d'interprétation se met à rentrer et à noter les objets puisque sans collection ne veut pas dire sans objet. Il y a une deuxième compréhension de la question qui pourrait être, qui m'intéresse, qui est, peut-on faire des expositions sans être soi-même propriétaire de collection? Alors, c'est une réponse technique, mais apparemment technique. Alors, c'est oui, à une condition que ceux qui empruntent les objets, puisque on va avoir des collections dans nos expositions, et toute la chaîne des métiers qui sont liés aux objets, aux collections, aux objets de collection. Vous savez, ce fameux Facility Report, là, qui donne du tracas à beaucoup de gens, mais qui est aussi un verrou. Si on ne veut pas prêter, eh bien on dit que les conditions ne sont pas remplies. Il y a des musées qui vous envoient un Facility Report, là, fait, je pense, 160 pages. Ils vous demandent même quasiment le code de vos systèmes de sécurité. Eh bien, là, il y a un verrou. Et quand on est abbaye de Daoulas, c'est qu'on n'est pas bien connu. Parfois, ça marche. J'ai pas le temps, mais j'ai une anecdote assez rigolote là-dessus. Mais je la donnerai tout à l'heure si vous me la demandez. Et alors, il y a cet aspect-là qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a évidemment aussi l'aspect de la réciprocité. C'est plus facile c'est un prêté pour un rendu. C'est plus facile d'emprunter quand on est capable de rendre, évidemment, de prêter. Donc là, il y a une vraie question pour une institution culturelle qui n'a pas de collection. Il y a encore une autre interprétation de cette question qui serait une nuance entre des deux. Est-ce que la seule justification possible à une exposition, c'est la valorisation de ses propres collections? Alors là, je ne réponds pas. Je laisse aux spécialistes qui sont nombreux dans l'Assemblée là, de répondre eux-mêmes. Et puis il y a quelque chose qui, en fait, c'est une taquinerie, mais qui, pour moi, constitue un vrai sujet. Il y a une dimension prescriptive ou seulement, ou peut-être normative, je ne sais pas. A-t-on le droit de faire des expositions si on n'a pas de collection? C'est pas évident. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que vis-à-vis des gens qui financent, la DRAC par exemple, ou pour nous en Bretagne, pas musée, belles expositions avec des grandes collections, des grands musées, mais pas d'argent. C'est quand même un peu gênant. Et surtout, impossibilité d'avoir le label d'intérêt national. Donc ça revient à dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, alors je vais aller un peu plus loin, mais je ne voudrais pas me fâcher avec mes amis que j'ai transportés en voiture là, hier et avec qui j'ai dîné hier soir. Mais... Parce qu'il y a le retour quand même. Il y a une très belle revue qui s'appelle Itinéraire en Bretagne qui présente les expositions temporaires.
persona non grata à nous. On n'a pas le droit. Un jour même, une année, ils ont voté contre. Alors, c'est pas grave, parce que je ne sais pas si les gens lisent, mais c'est une belle revue. Mais dans 2 ans, on va s'amuser parce qu'on fait une exposition en coproduction avec le musée de Bretagne. Ah, donc en 24, l'exposition, elle ne sera pas dans la revue, mais en 25, elle sera dans l'itinéraire. Bon, bref. En fait, vous avez compris, Chemin du patrimoine en Finistère, ce n'est pas un musée. Il n'est propriétaire d'aucune collection, mais il fait des expositions, et puis il aime bien faire des expositions. Alors, comme l'a dit Valérie, elle a reformulé les questions. Alors là, ça m'a... J'avais cassé la tête sur comprendre faut-il des collections pour faire une exposition. Et puis elle envoie une feuille de route, c'est... je cherche... Un musée sans objet, un musée des discours. Du coup, les collections sont devenues des objets et l'exposition un musée. Alors là, je ne savais plus où j'habitais, moi. Alors, la question, dans les 3 questions que vous avez posées, je ne sais plus si j'ai encore du temps, mais je vais répondre très vite. La première, c'est est-ce qu'il y a une cohérence dans la programmation? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Vous avez posé cette question-là. Alors, je dois dire que, donc, rappelez que Chemin du patrimoine en Finistère, c'est un établissement public de coopération culturelle qui réunit 5 sites patrimoniaux, des monuments historiques, plus ou moins monuments historiques, et des parcs, des plus ou moins prestigieux, du moins des domaines de qualité, bref, 5. Et dans un EPCC, ce qui est important, c'est que le directeur ne peut être recruté que sur un projet culturel. Donc si le directeur dit qu'il va faire des expositions, et qu'il dit pourquoi il va faire des expositions et sur quoi il va faire des expositions, eh bien, le fil rouge, il s'impose. Et dans le projet culturel que je défends, moi, depuis 2009, il y a 3 axes, et le premier, c'est celui de la diversité culturelle. Donc, en gros, d'une manière un peu simple et courte, on s'interroge sur la question de cette diversité dans un contexte de globalisation du monde. Qu'est-ce que moi je fais de mon identité? J'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas des singularités qui font ma fierté d'appartenance. Et il se trouve qu'en Bretagne, en plus dans le Finistère, qui est une sorte de quintessence de la Bretagne, j'essaie de me rattacher, de me rabibocher avec ce que je véhicule. Et donc, c'est vrai qu'il y a la langue, l'histoire, la musique. Donc, il y a des choses très fortes qui sont des éléments comme ce que Guy disait de l'Auvergne, par exemple, ou de sa région de la Margeride, qui sont des éléments forts de diversité culturelle. Et dans un monde qui se uniformise, qu'est-ce qu'on fait de cela? Ça, c'est ça le fil rouge. Je pourrais le développer s'il y a des questions après. Et donc, et pour ça, le patrimoine historique, les monuments historiques, c'est un bon appui, puisque c'est facile de traiter des questions qui sont sur le long terme. Ça nous donne la vue du temps long. Le temps long, c'est les évolutions, donc c'est les ruptures, les continuités, les phases de transition. Et ça, c'est du gâteau. On va parler de l'abbaye d'Aoulas, mais on pourrait parler du château de Kerjan. Le château de Kerjan, c'est un château de Renaissance, donc qui est construit à la fin du XVIIe siècle. Et on y traite ici dans des expositions de thèmes qui sont de la Renaissance, mais avec des contrepoints toujours contemporains, notamment apportés par l'art contemporain. Et pour Daoulas, maintenant, on va faire une pause, on va faire une séance de cinéma. Alors, c'est pour montrer l'exposition, c'est pas tant pour discuter de l'objet. Voilà, ça marche. C'est plus simple que de dire.
sait, il ne fait jamais nuit. Alors, c'est évidemment pas avec ce film-là que j'essaye d'avoir le label d'intérêt national, mais simplement pour dire que c'est un clip qui sera sur les réseaux sociaux, diffusé dans les salles de cinéma, parce que pour répondre à Olivier du musée dauphinois hier, qui parlait des fréquentations, nous on aime bien avoir du public, beaucoup de public, encore plus de public, et surtout un public qui ne vient pas chez nous, c'est-à-dire on comprend bien que les gens entre, je crois que tout le monde est dans la même situation, entre 15 et 25 ou 30 ans, ils ne viennent pas beaucoup dans nos sites. Voilà. Donc, un musée, alors, autre question, et puis je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais un musée de discours, mais bien sûr, un musée de discours, c'est le millefeuille dont on parlait hier. Il y a plusieurs choses à dire, et on les dit à des niveaux différents. Globalement, dans le cadre du projet culturel, le discours qu'on a, nous, c'est un discours que je revendique, qui est le discours que je porte, moi, qui était un discours humaniste, qui est attaché à l'universalité, hérité des Lumières, c'est pas rien. Donc quand on regarde nos thématiques, on regarde évidemment ces aspects-là. C'est peut-être pas la peine de le mettre en boucle. Et un point important, ces discours, ils sont portés. Il y a dans la salle Edith Joseph qui viendra m'aider sans doute pour répondre à des questions, puisque c'est elle qui conçoit, qui porte les projets d'exposition. Alors, ils sont portés par des commissaires. L'amour, c'est porté par des commissaires. C'était un piège, on s'est piégé nous-mêmes. C'était des commissaires qui étaient directeurs de collections, d'expositions dans de grandes institutions. Alors, c'était open bar. Ils ont regardé dans tous les musées. Donc, on a eu un budget de transport. C'était incroyable. Donc, mais parfois, on a un seul prêteur. On a fait une belle exposition avec, ou quasiment un seul, avec le MUSEM. Ou encore avec, là aussi, on voit bien que les objets sont prétextes. Il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, avec la pandémie, on a accueilli une version de l'exposition du musée du Quai Branly, Cheveux chéris. Et toutes les belles œuvres d'art qui étaient prêtées par les plus grandes institutions, eh bien, elles ont été remplacées par des musées, par des œuvres des musées bretons. C'était aussi bien d'ailleurs. Donc là, l'objet, c'est bien l'objet pour ce qui signifie, pas pour ce qu'il est. Je peux dire là, mais je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc simplement, est-ce que c'est une limite ou une opportunité? C'est les deux, évidemment. Comment dire? Évidemment, on n'est pas coincé par la valorisation de collections. Et puis pour une institution, ne pas gérer les collections, tout le monde sait ce que c'est. Ça donne quand même une certaine liberté. Il y a des contraintes parce qu'il faut, je l'ai dit, c'est difficile, comment dire, le corpus est plus difficile à réunir, évidemment, mais c'est quand même un médium extraordinaire, l'exposition. C'est un médium, je crois, qui s'est énormément sophistiqué depuis 10, 20 ans, 30 ans. Et nous, on a l'envie de faire, alors on ne voit pas tellement, mais nos expositions, il y a du participatif, il y a des décalages. On voit à côté je ne sais pas si vous l'avez aperçu, à côté d'un tableau de Gentileschi, on voit des extraits de cinéma. Ça ne nous gêne pas de faire mettre les choses les unes à côté des autres. Donc finalement, et l'exposition, cette expérience que vous évoquez vous-même d'ailleurs, ce matin, elle est extrêmement riche, et c'est ce qu'on tend à nos visiteurs. Et c'est un médium, de ce point de vue-là, irremplaçable. Souvent, quand on travaille sur le début d'un programme d'expo, on dit « Oh, il faudrait mieux faire un film ou faire un livre ». Et puis, au bout du compte, il y a quelque chose d'assez unique dans l'exposition. On pourra rediscuter de ça. Et pour finir, évidemment, une exposition, c'est forcément engagé. Voilà. Merci Philippe. Bon, on va bouger dans le territoire, on va passer du Finistère aux Pyrénées.
On va passer d'un lieu sans objet, sans collection, à un lieu avec des collections très présentes et très anciennes, un lieu qui est modelé par ces collections. Et donc, Rachel Suto, directrice du musée pyrénéen de Lourdes, a accepté d'intervenir dans notre table ronde, justement pour que l'on se questionne autour de qu'est-ce que ces collections du passé nous disent du monde contemporain. Que fait-on de cet héritage? Est-ce qu'il faut le réactualiser? Et ça ne doit pas être très simple. Que fait-on des espaces d'origine qui sont dans leur jus? Est-ce qu'on les patrimonialise? Est-ce qu'on les fait évoluer? Donc voilà, je trouvais intéressant de passer d'une expérience où l'absence de collection procurait une liberté assez totale sur la programmation à un lieu où finalement, un lieu qui est vraiment déterminé par l'histoire de ces objets et par l'histoire par l'histoire de son territoire. Donc Rachel, je te laisse la parole. Merci Valérie. Tu parles de lieux, c'est ce que je voulais vous présenter d'emblée. Je ne serai pas forcément en pleine page, mais vous l'avez en haut à droite. Et effectivement, le lieu est extrêmement prégnant. Contrairement à l'identification lourdaise, le lieu de ce musée pyrénéen, ce n'est pas Lourdes et la grotte et les pèlerinages. Vous avez été plusieurs à me faire cette réflexion et à y faire systématiquement référence. Le château fort musée pyrénéen n'a rien à voir avec la grotte, avec les pèlerinages, et en même temps il a tout à voir, puisque le musée pyrénéen a été créé dans ce château parce qu'il y avait là les foules de Lourdes, et que les foules de Lourdes, c'était du pain béni pour les fondateurs, pour les inviter à aller dans les Pyrénées et à découvrir les Pyrénées. Donc, merci. Dans ce château fort que vous voyez sur son rocher, issu des périodes glaciaires, eh bien, 70% des visiteurs n'imaginent pas qu'il y a un musée. Ils viennent pour le château et pour la vue. Et quand ils rentrent dans le musée, eh bien, ils voient des collections de ce type-là que je vous ai isolées là, parce que, avant de penser à exposition, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la relation à l'objet. Et c'est la relation à l'objet dans toute sa diversité. Pas forcément encore, j'en suis pas là pour construire des récits, mais déjà pour faire résonance avec ces choses matérielles qui nous font vivre et qui représentent un monde dans lequel nous vivons. Je vous ai mis la super baseline de la ville de Lourdes, où je suis contente que, in fine, le château ait été effectivement identifié malgré tout, bien sûr, avec une visibilité, et pourtant il est comme le nez au milieu de la figure à Lourdes, avec une visibilité moindre et un rayonnement bien moindre que les autres éléments du sanctuaire. Mais je passe vite à l'objet. L'objet, là vous avez une implantation, une vue dessus des différents espaces de visite. Donc c'est un château, il y a 25 espaces de visite, plus tous les extérieurs, et donc c'est un parcours extrêmement éclectique, dont une bonne partie reste dans son jus. Je passe tout de suite aux objets, comme dans beaucoup de musées de société, c'est des objets en vrac, dont on a peu pris soin, qui se sont entassés et qui représentent une extrême diversité de collections. Nous avons des collections d'animaux naturalisés, nous avons des collections religieuses, nous avons, quelques paires de skis et des éléments qui représentent la montagne. Nous avons des collections dites globalement d'art et tradition populaire, des barattes à beurre, des collections textiles très importantes, et puis des collections de poupées habillées en religieuses avec un peu plus d'une centaine de tenues religieuses spécifiques qui sont issues du travail de la fondatrice Margalide Lebon-Didier, qui était elle-même, qui avait été élève dans une école d'art en Lorraine. Donc, on a du vrac, on a des objets à l'inventaire et on a des objets pas à l'inventaire. Ça nous laisse une certaine liberté que j'apprécie par rapport à leur traitement et à leur présentation. Donc, j'ai envie de dire, comme
Vous avez vu sur la photo d'avant aussi, au-delà des objets de collection identifiés dans le cadre du récollement, à peu près 15 000 pièces, ce qui est assez peu en fait, nous avons un fonds iconographique majeur et une collection autour du pyrénéisme extrêmement importante, des collections archéologiques dont la provenance est parfois plus que douteuse, et nous avons également un fonds patrimonial dans les 3 étages du donjon, la collection de Ramon de Carbonnières, XVIIIe siècle, fondateur du pyrénéisme. Le mot n'existait pas encore de son temps, ça lui a été donné après, et plus de 50 000 ouvrages autour des Pyrénées, un petit peu autour de Lourdes quand même. Donc, nous avons tout un monde, et tous ces objets, en fait, représentent des traces à la fois historiques, sociales et artistiques des Pyrénées. Donc, on a là vraiment, dans nos fonds, et pas forcément présenté, cette amplitude que l'on trouve chez plein d'autres écomusées et musées de territoire, et qui représentent effectivement un territoire, celui des Pyrénées. Je vous montre là également des collections extérieures, une maquette. Il y a une collection de maquettes architecturales dans les jardins. Les jardins ont été complètement reconstitués aussi, donc nous avons aussi des espèces vivantes. On s'est posé la question d'avoir également des animaux. On n'en est pas encore là sur certains espaces. Et puis vous avez en haut, en déplié, la fameuse cuisine béarnaise qui n'a pas bougé depuis 70 ans, 70-80 ans. Il y a eu quelques petits changements d'objets présentés avec le Cadettou et sa femme, et qui sont des supports très abîmés qui ont été fabriqués par Margalide Lebondidier elle-même, avec les costumes, les reconstitutions. Je voyais sur une autre diapo tout à l'heure, on a aussi les barrières années 80 qui ont été refaites, teintées en bois foncé, où les gens sont à distance et voient cette muséographie. Et je vous ai mis un des petits dioramas en miniature, donc le quillet, le jeu de quilles de neuf. Nous avons récupéré une dizaine de petits dioramas dont certains étaient totalement massacrés, qui ne sont pas inscrits à l'inventaire, et c'est super parce que du coup on a un agent technique extrêmement fin, bricoleur, à partir de la documentation photographique, qui les a réparés, parce que je ne vais pas dire restaurés du coup, mais qui les a réparés, refait vivre, et c'est particulièrement intéressant ce schéma petit-grand en fait, reconstitution à échelle 1, mais aussi petite maison et petite projection d'instant de vie très, très sociétal. Donc la collection, c'est ça, et je trouvais drôle de vous montrer la collection textile qui est particulièrement intéressante. Vous retrouvez cette vitrine en bas que l'on a et que l'on a vue ailleurs au musée de Bretagne. Donc ça, c'est une scénographie qui date des années 70. Moi, je trouve qu'à Lourdes, c'est un peu tout le temps 20 ans plus tard, mais grosso modo, on suit les mêmes choses. Et ça a commencé avec le folklorisme, et avec le folklorisme vraiment affirmé par Louis Lebondidier, le fondateur. Et puis là, en haut à gauche, vous avez des collections. Il y a un mélange de collections fabriquées exprès et de collections patrimoniales qui sont portées par la fille de Jean Robert, un des conservateurs qui a officié jusqu'en 1984, de 1965 à 1984, pendant 20 ans, et où il y avait une mise en scène vivante, présente physiquement, événementielle, et où les visiteurs, très nombreux, pouvaient effectivement croiser des jeunes filles, les filles des gardiens, sa propre fille, habillées en tenue totalement folklorisée pour faire des petites manifestations. Et vous avez la version avec le mannequin de cire. Qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui sur cette question de la collection ? Pour faire très simple et très vite, et on pourra en parler, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre ces objets que l'on montre, et je pense qu'il faut absolument continuer à les montrer. Ce qui se passe entre les visiteurs et les objets est facteur de résonance, parce qu'on ne sait jamais d'où les gens partent
Et ce que la rencontre avec tel ou tel objet que l'on n'imagine pas, qui peut être un récit en tant que tel, quel objet, on n'imagine pas à quel point cela va éventuellement ou pas trouver écho dans l'histoire de vie de cette personne-là. Et ça peut être un jeune enfant avec pas beaucoup d'images préalables, et ça peut être avec beaucoup d'épaisseur. Rainer Maria Rilke disait « J'aime tant entendre chanter les choses ». Hartmut Rosa a publié, donc il y a un sociologue allemand, a travaillé pendant plus de 10 ans sur un ouvrage qui est sorti en 2018, traduit en français, qui s'appelle « Résonance, une sociologie de la relation au monde et des relations au monde ». Et il positionne très clairement les objets et les musées dans une relation de résonance qu'il appelle diagonale au monde, en sachant qu'il y a des résonances latérales et des résonances qui élèvent. Et il positionne cette relation diagonale avec un objectif qui est de retrouver un sentiment du bon dans le monde et dans les relations au monde, particulièrement dans notre société postmoderne tardive, blindée d'écrans et d'intermédiaires, où le réel, le physique, n'est plus là. Donc on est vraiment dans... Je pense qu'il y a une mobilisation à avoir sur l'espace et la relation au réel pour une bonne utilisation, j'ai envie de dire, de notre monde dans lequel on vit, mais du numérique, qui ne remplace pas tout et qui ne peut pas, réaliser cette dimension physique et animale de notre corps et des idées qui se développent. Il fait référence aux univers ethno que l'on connaît, les univers prémodernes, extramodernes, les cultures dites archaïques, animistes, totémiques, etc., tous les mots qu'on veut, qui reconnaissent toujours l'existence de choses animées, douées d'âme ou de parole, qui sont unies aux hommes par des liens intimes et qu'un réseau serré de relations résonantes lie souvent à des ancêtres, à des esprits ou à des dieux. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous, musées qui sommes nés dans la foulée du monde moderne et de la modernisation du XVIIIe siècle et de ce qui a suivi, est-ce que nous, musées, nous participons à cette réification et à cette aliénation des choses, ou est-ce qu'au contraire, à l'inverse, on a pour objectif, pour mission et pour engagement de réanimer cette relation des choses au monde et donc à une vie bonne, parce que c'est ça qui est bien, comme se faire plaisir, comme tout ça. Je vous présente un petit cas très, très rapidement, un petit cas d'école, parce que Valérie, elle disait, je suis d'accord, c'est super intéressant, mais il nous faut aussi du concret. Donc, c'était bien de présenter du concret parce que ce que je me dis, c'est qu'après tout, on essaye tous de faire ça. S'il y avait un truc, une astuce qui répondrait à toutes nos questions, on l'aurait déjà trouvée, elle serait déjà mise en place, etc. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que mettre en exposition des collections, c'est du travail, c'est de la gestion de l'espace, c'est de l'écoute des visiteurs, c'est de la muséographie, mais on le remet continuellement sur le métier et moi, je n'ai pas trouvé de solution idéale pour m'assurer que forcément, il y aura cette relation à l'exposition aux gens et cette relation résonante. Donc, ce qu'on a fait en 2020, on a eu la chance, on l'a saisi, de travailler avec 2 personnes qui avaient écrit un livre qui s'appelle « Ici commence le chemin des montagnes ». Et ces 2 personnes, c'est un architecte et une graphiste à la retraite, également marcheurs en montagne, eux-mêmes producteurs d'art. Ils ne se revendiquent pas comme artistes, mais voilà, eux-mêmes ont une pratique de création. Et à partir de leur livre et de la rencontre entre l'art et la montagne et les artistes, notamment sur des artistes marcheurs et des artistes contemporains, ils voulaient nous emprunter quelques objets de nos collections pour le musée des Beaux-Arts de Pau. Et quand ils sont venus nous rencontrer, je leur ai dit « mais vous n'avez pas le droit de faire ça sans nous. Et donc, il faut que vous veniez aussi faire ça au musée pyrénéen. » Et en fait, ils se sont pris au jeu. On a ouvert nos collections et la première relation qui a été faite, c'est
leur relation à eux, à ce fond extrêmement éclectique. Ils sont tombés sur un livre de Louis Le Bon Didier qui racontait les campements, parce que ça s'appelait campement à ce moment-là, ce qui a une résonance particulière aujourd'hui en période de forte migration et stigmatisation de la migration. Il parlait de campement en montagne et comment c'était que de vivre pendant un mois en montagne au début du XXe siècle quand on faisait des explorations dans les montagnes. Donc, ils sont partis d'un objet et autour de cet objet, ils ont développé une scénographie extrêmement simple, hein, très classique. On n'a pas de budget, on est hyper limité, on n'a que 80 mètres carrés, mais qui a généré une rencontre entre en fait, des fonds d'archives qui ne sont pas montrés, quelques objets matériels de la collection et des œuvres d'art contemporain reconnus comme tels, d'autres des œuvres d'aujourd'hui et pas reconnues comme art contemporain, qu'ils ont associés dans 5 lieux différents de ce parcours complexe. Donc vous avez là quelques photos de la mise en espace avec ce travail graphique de texte, d'extraits de vie de campement des pyrénéistes, d'images agrandies et de quelques objets de la collection présentés au milieu, associés à des œuvres contemporaines, des instruments de mesure, des photographies. C'est du réemploi de vitrines avec une installation dans l'espace justement où l'idée c'était de ne pas forcément tout voir d'emblée, mais de générer un petit parcours quand même dans cette salle-là. Des objets mis en boîte. On parlait des boîtes hier soir, j'adore aussi les boîtes et ça je trouvais ça super bien. Et puis bon, Ikea c'est pas très cher et typiquement des histoires de préparation au départ pour aller en montagne et puis quand on revient, on le met dans l'arrière-cuisine ou l'arrière-grenier, dans des boîtes exactement de cet acabit-là. Je vous ai fait quelques photos avec les visiteurs devant. Nous avions la chance d'avoir un stagiaire en 2e année de master du laboratoire de recherche ethnographique de Toulouse, piloté par Nicolas Adel, et qui est arrivé juste avant le confinement en mars, donc en fait qui a fini confiné chez nous, à la maison, qui a fait son étude ethno sur comment on vit en famille dans un confinement pas possible et qui, heureusement, on a réouvert extrêmement tôt. On a réouvert dès le 19 mai 2020 et on a continué pendant le confinement avec les 2 personnes, Marie Bruno et Bertrand Genier, à préparer cette exposition pour la réouvrir en 2020 et surtout pas la reporter. Et donc, Romain Nisborala s'est appuyé, jeune étudiant, il s'est replongé dans des études que moi je trouvais un peu vieilles, un peu datées, ces fameuses études de comportement des visiteurs, Véron et Levasseur, sur les visiteurs fourmis, les visiteurs papillons, etc. Et dans notre parcours très alambiqué sur le château, où on passe de la cuisine béarnaise à un espace d'expo lié à l'exposition temporaire sur le château, il a regardé comment les gens, au moins physiquement, rentrent en relation avec cette exposition dans l'exposition et ces objets au sein de chaque exposition. Vous avez là d'autres ensembles et d'autres visiteurs dans ce même espace. Et voilà. Et cette salle que vous avez vue en volume, là, il y a des gens, ils sont passés complètement à côté. Ils n'ont pas du tout regardé. On est désolés. Et puis vous avez ceux qui ont tourné autour, qui ont retravaillé, qui reviennent au point de départ, qui ressortent, qui s'arrêtent devant, comme je vous montrais devant les boîtes, cette installation où on détaille, là sur la droite, où les gens regardent et détaillent et commentent. Autre type de parcours. J'interprète pas là, il le fait très bien dans son rapport, et il y aura une publication et je retravaillerai sur ça, mais ce que je voulais vous montrer, c'était que quelque part, une exposition avec cet ensemble de parcours où, voilà, ça donne ça au final si on le retrace derrière avec les visiteurs. Et je pense qu'il faut être hyper humble aussi en remettant toujours le travail sur le métier, parce qu'on peut se dire oui, on a du monde, ça plaît parce qu'il y a une belle chose dans le livre d'or, etc. On ne mesure jamais comment chacun est potentiellement touché par tel ou tel
aspect. Bon, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de recommencer tout le temps aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rachel. Bon, nous retournons en Bretagne. Ouais. Tu veux faire ta petite minute promotionnelle, mais rapidement. Oui. Voilà, c'est ma minute promotionnelle. Vous allez sur Calaméo, vous cherchez album du centenaire. Il y en a un peu d'autres sur la guerre 14-18 qui sort encore, mais vous avez celui du musée pyrénéen. Et là, nous avons 100 œuvres qui sont juste en images, desquelles vous pouvez vous inspirer et qui nous permettent de fêter le centenaire. Voilà, vous en avez une présentation ici. Je vous invite à y aller et à vous inspirer et à nous solliciter en tant que collègues de musée, si jamais vous voulez faire quelque chose avec nous à ce propos. Oui, l'idée, c'est aussi que ça circule entre professionnels de musée et que les collections puissent aussi voyager. Donc, Jean-Luc Maillard, qui est directeur de l'écomusée de la Bintinée de Rennes, et que nous avons invité ce matin parce qu'il y avait, à notre sens, un travail intéressant sur la refonte du parcours permanent. L'écomusée de Rennes est le témoin d'une relation forte de l'histoire entre la capitale bretonne et sa campagne. Et actuellement, il y a une réflexion autour de la question du vivant. Et donc, je voulais demander à Jean-Luc, justement, quelle était la place des collections historiques dans le traitement de ces nouvelles problématiques liées aux questions environnementales. Quelle est la place de l'ethnologie par rapport, par exemple, à un centre de culture technique? Voilà, est-ce qu'il y a une spécificité de l'écomusée par rapport à ces questions-là? Et je voulais aussi t'interroger, Jean-Luc, sur qu'est-ce qu'on fait des espaces patrimoniaux, puisqu'ils sont quand même très présents à l'écomusée. Donc, voilà. Bien, merci. Alors, un petit peu comme mes collègues, ça fait beaucoup de questions, un peu embarrassantes, mais je vais sûrement y répondre dans le développement, et puis on aura, je pense, après, le temps d'en discuter. Pardon. Simplement pour recadrer un petit peu notre situation, l'écomusée du Pays de Rennes, donc c'est un équipement métropolitain, au même titre que le musée de Bretagne, comme incarné par Céline, là, et son équipe. En tout cas, c'est un équipement qui a une spécificité, qui a un site de 20 hectares. Et sur ces 20 hectares, il y a un programme agronomique, un parcours agronomique qui permet de découvrir des plantes cultivées, l'histoire de l'agriculture, qui permet de découvrir aussi du patrimoine sous forme de conservatoire, un conservatoire fruitier et un conservatoire animal, un cheptel de races domestiques de Bretagne. Ça, c'est une spécificité qui va ancrer, qui va imprimer une caractéristique dans la pratique professionnelle de l'écomusée et même dans le paysage national. Voilà, donc un parcours de visite qui contient un musée, un parcours agronomique, comme je l'ai dit, et puis aussi cette spécificité des expositions temporaires. Et j'ai retenu aussi dans mon intervention cette notion, je voulais répondre à la notion d'engagement, parce que ça me paraît être quelque chose de crucial dans nos pratiques professionnelles. Ce n'est pas toujours le cas dans nos expositions, mais ça l'a souvent été. Et j'allais dire que c'est sûrement parmi mes meilleurs souvenirs de pratiques professionnelles que de s'attaquer à des sujets quelquefois qui sont, je dirais pas hyper engagés, mais quelquefois un peu gênants au départ. Donc voilà, on va découvrir ça. Bien évidemment, comme tous les écomusées et musées de société, on parle d'hier et on parle d'aujourd'hui avec des collections. Ça, je peux répondre tout de suite, oui, on s'ancre et on travaille avec des collections et surtout, on essaie de leur donner du sens plutôt que de les exposer simplement. Donc j'ai choisi un certain nombre de thèmes que j'ai considérés depuis une dizaine d'années comme des thèmes engagés, vous allez voir, à différents titres. Celui-ci, c'est un engagement assez simple. C'est l'écomusée qui s'engage dans un projet d'exposition sur la Vilaine. Donc la Vilaine, l'Ille-et-Vilaine, le département, c'est un fleuve côtier qui n'est pas bien long, mais qui marque fortement le territoire d'Ille-et-Vilaine et la ville de Rennes.
Et donc il y avait un projet dans les motivations de l'exposition, il y avait un projet important d'aménagement de la Vilaine en aval de Rennes pour faire une grande zone de loisirs, un projet qui entraînait sur une vingtaine d'années. Et on s'est dit, tiens, bingo, ça fait un bout de temps quand même qu'on voulait parler de ce fleuve, avec une bonne et une mauvaise image. La Vilaine, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas la Loire, quoi. Hein. Et pourtant, c'est un marqueur très fort du territoire. Et donc, on a choisi de s'ancrer, de s'intégrer à cette démarche d'aménagement, mais pas du tout dans le sens des aménageurs. C'est-à-dire qu'on a défendu mordicus, au départ, la notion de on travaille à vos côtés, vous les aménageurs et les politiques. On illustre ce sur quoi vous allez travailler, mais en aucun cas on est la vitrine ni l'argument de cette opération d'aménagement. Ça, on ne savait pas et on voulait pas, on voulait rester indépendant. Et donc, on a conçu un projet d'exposition qui se fonde sur l'histoire du fleuve, 4 siècles, enfin depuis qu'on a rendu la Vilaine navigable, donc 4 siècles d'histoire, et puis aussi un certain nombre de marqueurs du territoire, parler de la batellerie, parler des tanneurs, parler de toute une histoire pour aller jusqu'à aujourd'hui, parler des crues aussi, parce que c'est pas toujours rose un fleuve. Donc c'était vraiment entrer dans le contemporain avec comme résultat une exposition qui mixte des objets ethnographiques, des objets historiques, comme des plans, de très beaux plans aquarellés du XVIIIe. Et puis vous voyez aussi de très beaux objets empruntés à des collectionneurs privés, de très beaux objets de navigation de plaisance qui ont été utilisés sur ce fleuve à l'époque où on cherchait des loisirs de proximité. Et à chaque fois qu'on prend une thématique comme celle-là, il y a toujours l'intervention d'un scénographe, d'un muséographe à nos côtés pour créer des espaces d'exposition attractifs, sachant que les expositions, Philippe en parlait, c'est aussi pour un musée ou un écomusée un moyen de renouveler une fréquentation des publics. Et on sent maintenant qu'on est attendu autour de nos thématiques. Je ne l'ai pas dit, mais il y a une exposition par an, une grosse exposition, qui structure la programmation culturelle de l'écomusée. Donc voilà pour la Vilaine, un engagement tout à fait relatif, mais un engagement autour des aménageurs. Là, 2 sujets que j'ai choisis d'illustrer ici, parce qu'ils étaient beaucoup plus problématiques, beaucoup plus révélateurs d'engagement, pas toujours évident. Le cochon, une histoire bretonne, on a tous dans nos collections, je pense, des objets ethnologiques qui témoignent de l'importance de cet animal dans la société rurale traditionnelle. En revanche, on s'est inscrit dans une conjoncture qui n'était pas du tout évidente, et c'était délibéré, qui était celle de la révolte des bonnets rouges en Bretagne, suite à la fermeture de très gros abattoirs et donc un peu à des drames de l'emploi. Et un sujet qui faisait débat aussi dans la société, qui est celui des algues vertes et des problèmes environnementaux majeurs en Bretagne, mais qui ne sont pas qu'en Bretagne. Ils sont particulièrement visibles en Bretagne avec les algues vertes. Donc un sujet particulièrement sensible. Et puis un autre, le grand espoir campagne années 60. Alors c'était pas du tout pour parler de la nostalgie des années 60, hein, Guy Brun, c'est pas du tout ça. C'était campagne années 60, c'était pour nous, ça partait d'une question. Alors on part pas de nos collections en général, dans nos envies. Il y a des envies souvent qui nous motivent. C'était davantage une question avec mon équipe, qu'on traînait un petit peu dans nos têtes. On se disait, il faudrait quand même qu'un jour on raconte pourquoi la Bretagne, qui était une région arriérée, c'est pas joli de le dire, mais arriérée d'un point de vue agricole, est passée dans la modernité, quitte à franchir des étapes difficilement défendables. Donc pourquoi aujourd'hui la Bretagne est le premier producteur en matière d'élevage? Pourquoi l'Ille-et-Vilaine est le premier producteur laitier? Et comment se fait une transition comme celle-là? Et c'est une très grosse histoire humaine, avec, vous imaginez bien, derrière, et c'était vrai aussi pour le porc d'ailleurs, beaucoup d'observateurs du monde agricole, et je pense en particulier aux chambres d'agriculture, ont touché à des lobbies où on savait très bien qu'on mettait les pieds dans quelque chose de difficile, voire un peu dangereux, mais voilà, on avait envie de le faire. Et ça a donné lieu à 2 opérations qui étaient, je pense, majeures dans la perception de la modernité de l'écomusée ou de son engagement, mais que je relativise tout à fait. On n'est pas des chevaliers blancs, c'est pas du tout ça. C'était notre rôle, je crois, d'ouvrir le débat et puis de s'ancrer dans ce débat. Nous sommes tous ici des musées de société.
Donc voilà, pour le cochon, ça s'est fait. Là, j'ai montré des objets d'ethnographie pas très originaux, mais en tout cas avec une scénographie originale et qui partait d'un point de vue fort sympathique, attrayant, émouvant, qui était celui de cette société rurale, de la charcuterie familiale, des produits de terroir jusqu'aux bouchers artisanaux. Et la fin était beaucoup moins sexy, puisque c'était effectivement le monde de l'élevage industriel, les bâtiments industriels, les abattoirs. Et on finissait sur une note un peu plus poétique avec des jolis petits cochons de manège du Mucem. Mais voilà, la fin était moins facile pour le visiteur. Il fallait beaucoup plus l'animer. En tout cas, et je ne l'ai pas dit aussi, toutes les expositions, tous ces choix d'exposition donnent lieu à une programmation de conférences, de débats, qui sont autant de supports de discussion. L'exposition ne suffit pas. Je suis comme Philippe, je pense que l'exposition, c'est un média merveilleux, mais je pense aussi qu'il faut exister et faire vivre ce média très fortement avec des témoins forts aussi. Donc voilà pour le cochon. Pour les campagnes des années 60, le grand espoir. Donc le grand espoir, je ne l'ai pas dit, le grand espoir, c'était le mot magique de ces années 60. C'était le grand espoir, c'était nourrir la planète. Et c'était aussi, et ça c'était très fort, et je ne l'avais pas bien perçu en mettant les pieds dans cette histoire-là, c'était rendre une dignité à des paysans qui vivaient sur la terre battue et qui voulaient avoir, comme tout le monde, une salle de bain, l'électricité, l'eau courante. Et là, on touche à des choses très sensibles, et c'était un sujet très profond, même pour nous, même marquant. Donc, volontairement, une muséographie, très moderne et pas nostalgique. Et puis aussi, j'ai montré cette installation de traite. Pourquoi pas du tout c'est pas très original. En revanche, ce qui est original, c'est que on a dans nos objets, dans nos collections qu'on partage avec le Musée de Bretagne, je l'ai dit, des objets qui ont été acquis, heureusement, dans ces années-là ou après. Et là, on a, par exemple, les pots-trayeurs qui vont révolutionner la traite des vaches, affranchir les femmes de cette difficulté, de cette tâche quotidienne difficile. Et donc un certain nombre d'objets symboliques comme ça qui balisaient l'exposition. Un autre sujet engagé, celui-ci, mais peut-être moins sensible, mais en tout cas sur lequel on voulait intervenir, c'est que l'écomusée de la Bâtinais, ex-écomusée du Pays de Rennes, s'intéresse à un territoire qui est le Pays de Rennes, dans le sens large du terme, mais aussi pour certaines thématiques agro-environnementales, naturalistes, paysagères. En l'absence d'autres interlocuteurs, d'autres acteurs, nous transgressons un peu les limites géographiques du territoire pour parler de thèmes comme les Landes en Bretagne, avec une volonté là qui était beaucoup plus liée à notre spécificité autour du vivant, de parler de la biodiversité naturelle, de détruire aussi l'idée que les Landes sont des paysages naturels, mais qui sont beaucoup plus en fait ancrés et créés par l'homme. Ce sont des paysages issus des défrichements du néolithique et ensuite entretenus comme ça. Et puis entretenus aussi par cette pauvreté de l'agriculture bretonne. Donc en fait, c'était un sujet assez merveilleux pour parler de l'image d'Épinal, de la Bretagne, la Lande avec ses ajoncs, les monts d'Arrée, les grandes landes littorales d'Erquy, Fréhel, mais aussi derrière de parler de cette disparition de ces espaces-là, de la perte d'une biodiversité. Quelque chose nous avait marqué d'entrée de jeu en choisissant cette thématique, c'était qu'il y a 2 siècles, il y avait 1 million d'hectares de landes en Bretagne. Aujourd'hui, 14 000, ce qui suppose 99% de perte de ces landes. Alors bien sûr, il y a la mécanisation ou autre, mais malgré tout, on mesure, quand on parle d'érosion de la biodiversité, combien les écosystèmes se sont réduits comme peau de chagrin. Donc voilà, un beau sujet entre homme et nature qui a donné lieu à pas mal de visites et en particulier aussi, je ne l'ai pas dit, mais un travail en réseau avec certains musées de Bretagne, en lien avec Bretagne Musée, en lien avec la région, et avec des établissements. Je regarde Philippe, parce que tout à l'heure, il m'a lancé une pique, donc je vais lui dire qu'on est très gentil, parce qu'il a hérité dans ses établissements d'un certain nombre d'objets qu'on lui a gracieusement déposés. Donc voilà, Philippe, on l'a fait. Mais c'est pas la même casquette, parce qu'il dirige un consortium, parce qu'il a effectivement le PCC, mais là aussi, il a aussi le GIP, des musées du parc, enfin ex-musée du parc. Donc voilà, un beau projet en tout cas là qui va rayonner, pas du tout rayonner en termes de on met des camions sur la route, mais rayonner en termes de on livre à nos collègues
des outils numériques, des photos, les textes, les cartels, à charge pour eux, et Catherine ici dans la salle l'a fait, Catherine Sparta, d'adapter le discours à son territoire, mais on était en plein dans la thématique, puisque Catherine est beaucoup plus que nous dans un territoire de Landes. Mais voilà, on a fait un petit peu, on a travaillé aussi avec l'écomusée de Saint-Dégand. Il y avait aussi une forme de solidarité à laquelle nos élus rennais, en termes de métropole régionale, étaient sensibles de dire, oui, c'est bien qu'il y ait une solidarité de territoire, que les grands puissent aussi fournir aux petits, entre guillemets. Donc les Landes, un peu, j'allais dire le même schéma, c'est pas vrai, c'est pas le même schéma, mais en tout cas une pratique qui lie les objets ethnologiques et comment dire historiques, et puis un certain nombre d'objets issus, mais ça je vais y revenir, des collections vivantes, et puis aussi un certain nombre d'objets, de tableaux ou de témoignages artistiques. Je vais y revenir. Je vous l'ai dit, on a des envies comme ça, et toujours quand on a une envie, on ne part pas de nos objets, mais on a quand même, quand on choisit le thème, on se dit, bon, on espère avoir ce qu'il faut en magasin, ou trouver chez nos collègues ce qu'il faut en magasin. Donc un petit peu comme Philippe aussi, on n'hésite pas à solliciter des collègues pour des collections dont nous ne disposons pas, même si on souhaite valoriser au maximum nos collections. Donc toujours des objets signifiants, toujours un discours qui prime sur l'objet vient argumenter. Et puis, bien évidemment, des objets attendus, mais qu'on aime toujours montrer, qu'on sort avec plaisir, avec toujours le souci de leur pertinence, de leur résonance, et puis quelquefois aussi des émotions qui peuvent suggérer, un petit peu comme Guy Brun, franchement, quand un objet dégage une émotion, c'est évident qu'on peut faire passer beaucoup de choses, beaucoup plus facilement les choses à côté. Je parlais aussi d'avoir recours à des collections d'art. C'est pas pour faire bien, c'est pas pour flatter nos collègues ou nous sortir de nos collections ethnographiques, pas du tout. C'est dans un certain nombre de sujets, comme par exemple le cochon ou les Landes, de montrer qu'un certain nombre d'artistes se sont intéressés à la thématique du cochon. On trouve des cochons dans énormément de manifestations artistiques, et puis que les paysages de Landes ont fortement intéressé les artistes au 19e et au 20e, et même un peu avant. En termes d'hybridation, de croisement des disciplines, ce qui est un peu notre mode d'emploi à l'écomusée, notre savoir-faire, pour la collection Vilaine, là on voit c'est pas un diorama, mais c'est un socle où figurent des espèces de cette vilaine, des animaux empruntés aux collections du Muséum de Nantes, avec qui nous travaillons fréquemment. Et puis pour l'Expoland, bingo aussi, un recours aux collections à nouveau du Muséum de Nantes, mais quelquefois ça peut être les collections scientifiques de l'Université de Rennes 1. Donc deux loups qui témoignaient, qui sont apparemment les deux derniers loups tués en Bretagne à la fin du 19e, avant que l'espèce ne disparaisse totalement en Bretagne puis en France. Et on retrouve toujours ce croisement derrière avec ce tableau qui s'appelle Scène de braconnage dans les Landes en Bretagne. Voilà, donc une hybridation de ces manifestations. Et puis quand je dis pas seulement des collections, c'est qu'effectivement, dans un musée de société, on peut avoir recours, comme ici, là c'est une sculpture géante, donc un cochon qui faisait 4 mètres de long et 2 mètres de haut, avec un côté yin, un côté yang, un côté très gore au milieu avec tout ce qui sert, tout est bon dans le cochon, et puis sur les côtés des projections avec tous les systèmes de découpe. Alors la découpe avec les noms vétérinaires des parties qui ne correspondent pas du tout aux noms des parties bouchères. Donc il y avait comme ça un petit cycle de projection. Donc là aussi, et en fait ce cochon à l'usage est devenu un peu le centre il était au centre de l'exposition, mais c'était devenu un peu l'espace agora, l'espace où les gamins attendaient les parents. Voilà, c'est bizarre. On apprend beaucoup en faisant des expositions. Alors, à la faveur de ces expositions, Valérie l'a mentionné, après 15 à 20 ans de pratique d'exposition un petit peu plus engagée, ou en tout cas d'exposition, nous arrivons à un moment où nous devons rénover notre parcours permanent. Rénover un parcours permanent qui a 30 ans, donc on n'est vraiment pas un bon exemple. Ça veut dire qu'il a quand même pas mal tenu, mais il est obsolète, et donc il y a urgence à le modifier. Donc avec l'équipe, on travaille actuellement à concevoir un nouveau parcours sans
sans changer cette notion de musée de site, c'est-à-dire qu'on va toujours raconter, on va réactualiser un récit, refaire un nouveau récit, un nouveau discours autour de l'histoire de la matinée, son lien avec le territoire. Et puis, Valérie le disait, on a avec le projet scientifique qui accompagnait ce projet, nous avons soulevé un peu un lièvre et demandé à nos élus à pouvoir créer un espace complémentaire, mais indépendant, consacré à la dynamique du vivant. Alors ça paraît comme ça un petit peu un télo, mais la dynamique du vivant en agriculture, avec un constat, c'est que nous avons un parcours extérieur qui est saisonnier, et que pendant 6 mois, il n'y a pas grand-chose qui se passe en termes de végétation dans les champs, et puis qu'il y a une demande sociétale très forte sur, tout compte fait, retrouver une expérience de la nature, comprendre ces lois naturelles que l'homme a toujours transgressées. Pour faire de l'agriculture, on transgresse les lois de la nature, sauf qu'à un moment, on les transgresse trop, on dépasse, et ça ne marche plus. Donc là, on a un rôle sociétal à jouer dans cette nouvelle partie, dans cette halle du vivant, pour expliquer comment on pousse les plantes, comment on élève les animaux, et puis comment aujourd'hui on détruit, on menace une biodiversité. Et donc là, il est question de biodiversité, il est question de crise agro-environnementale, il est question de transition alimentaire. Et voilà, donc c'est un vaste sujet, on s'y attelle, et ce serait un espace complémentaire d'environ 400 mètres carrés qui compléterait les 1100 mètres carrés de l'exposition permanente actuelle. Voilà, donc qui vont tirer parti de ces pratiques, de ces expositions qui nous ont servi, c'est de mixer et d'avoir toujours effectivement ce recours. Là, on a mis un modèle anatomique parce que ce sera la prochaine exposition, mais des superbes modèles anatomiques qui, avant le 3D, permettaient d'expliquer l'anatomie d'une fleur, d'une plante ou même d'un animal. Voilà, merci. Merci Jean-Luc. Bon, on est en train d'exploser notre timing, donc on va essayer d'être plus concis. Donc maintenant, je vais donner la parole à Mathilde Blois, qui est chargée d'exposition à l'écomusée de Marquez, et qui va nous parler d'une exposition qui s'appelle L'architecture de l'Erial landais, retour aux origines. Et ce qui était intéressant dans ce projet, justement, c'était comment vous aviez réfléchi à l'articulation entre l'extérieur et l'intérieur, puisqu'effectivement, l'Erial est dehors, donc vous faites une exposition dans les murs. Donc comment vous avez réfléchi à cette complémentarité? Et en échangeant avec vous, voilà, je me suis aperçue que c'était une exposition qui résultait quand même d'une étude assez complexe sur l'histoire de l'architecture, avec des données historiques, architecturales, enfin, des éléments. Enfin, c'était une étude assez poussée. Et on s'est demandé ensemble finalement comment on fait de toute cette matière intellectuelle une exposition. Et ce qui était aussi intéressant, et Jean-Luc l'a évoqué, c'est pourquoi vous avez senti la nécessité d'avoir recours à des œuvres d'art, justement pour expliciter ou pour traduire ce propos intellectuel assez élaboré. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement. Donc oui, effectivement, deux problématiques que l'on avait pour cette exposition temporaire sur l'architecture de l'Erial landais. C'est tout d'abord comment articuler le discours avec la partie plein air de l'écomusée, donc on appelle le quartier de Marquez, que les visiteurs peuvent découvrir après le fameux trajet en train d'une dizaine de minutes, et qui présente déjà les architectures traditionnelles d'un Erial, donc à la fois les maisons domestiques, les bâtiments agricoles, agrémentés de démonstrations de savoir-faire, de visites guidées, etc. Donc comment finalement nous trouver un discours à la fois complémentaire et peut-être plus précis sur certains points que ce qu'on présente déjà sur le quartier de Marquez, avec une problématique aussi d'espace finalement, puisque donc là vous êtes à l'entrée de l'écomusée, vous allez au guichet pour prendre votre billet, et le bâtiment des expositions, qu'on appelle le pavillon, se situe une fois que vous avez pris votre billet, qui est aussi le départ du train du quartier de Marquez. Donc ce bâtiment-là, vous voyez
sa façade et son bardage bois assez sombre. Il est tellement bien intégré dans le paysage que beaucoup de visiteurs le loupent ou se demandent si c'est un bâtiment à visiter justement et sont pressés de prendre le train de Marquès qui donc a ses propres horaires, donc voilà, aussi a tout un programme que les visiteurs veulent suivre. Donc là, on va dire jusqu'à présent, on était entre un tiers et la moitié des visiteurs seulement qui entrent dans le bâtiment des expositions. Donc c'est aussi toute une problématique à avoir. Sachant que donc ce sujet-là, pourquoi on l'a choisi finalement, pourquoi on a choisi de faire une exposition sur l'architecture traditionnelle, c'était pour fêter nos 50 ans, les 50 ans de l'écomusée en 2020, puisque l'exposition a été à l'origine créée en 2020 et prolongée suite à la crise sanitaire pour cette saison 2021 également. Donc, comment finalement avoir un discours complémentaire avec celui du quartier, sachant que nos visiteurs peuvent découvrir l'exposition avant de prendre le train ou à leur retour. Donc c'est aussi des éléments qu'il a fallu intégrer, nous, dans la formulation de notre discours. Ce qu'on a donné comme objectif à l'exposition, pour le coup, c'est trois grands objectifs. À l'occasion de notre cinquantenaire, faire un état de la recherche et des avancées scientifiques sur l'architecture traditionnelle, et il y en a eu. Donc 50 ans avant, 50 ans après, qu'est-ce qu'on a appris en plus, avec notamment des données qui nous ont énormément servi, qui font partie de la mission inventaire du patrimoine bâti que mène actuellement le Parc naturel régional des Landes de Gascogne depuis 2018. Et nous sommes l'écomusée de Marquès, peut-être que tout le monde ne le sait pas, un équipement du Parc naturel régional. Donc mes collègues chargés de l'inventaire du patrimoine ont contribué aussi au discours de l'exposition. Et il y a beaucoup d'iconographie dont on s'est servi, donc on a pioché dans cette base de données de mission inventaire, puisque le deuxième objectif qu'on voulait à cette exposition, c'était un objectif de sensibilisation des visiteurs à ce patrimoine traditionnel qui est encore très fragile et qui donc est nécessaire de préserver. Donc actualisation du discours scientifique, objectif de sensibilisation et complément pour le coup avec ce qu'on voit sur le quartier de Marquès. Donc avec plusieurs finalement outils muséographiques dont on s'est servi, parfois quelques artifices aussi pour présenter des collections et aussi fêter nos 50 ans en sortant certaines collections de nos réserves. Donc déjà, ce qui n'est pas le cas dans toutes les expositions de Marquès, mais là on a pu faire appel à une scénographe et à une graphiste. Donc là vraiment l'apport technique de chacun de ces deux métiers a été extrêmement important pour rendre plus lisible et plus digeste le discours qu'on avait, puisque une des difficultés de cette exposition, c'est que le comité scientifique d'une vingtaine de spécialistes que l'on a réunis à cette occasion a souhaité que le plan de l'exposition soit en chronologie inversée. Donc au lieu de partir des origines de cette architecture, qui est une partie assez problématisante et qui pose beaucoup d'hypothèses mais peu de réponses, donc ça aurait été assez indigeste de commencer par là, on est parti par la section qu'on appelle industrielle, nous, donc lorsque le massif forestier landais commence à s'implanter, avec les conséquences que ça a sur les réals landais et l'architecture traditionnelle. Et on remonte le temps petit à petit jusqu'aux origines, et on fait un crochet sur une partie contemporaine que je vais évoquer ensuite. Mais donc voilà, ce plan qui n'est pas forcément évident à saisir dès le premier coup d'œil a été vraiment rendu lisible autant par la scénographe que par la graphiste, avec, vous le voyez sur ces quelques photos, une scénographie et un graphisme très sobre, très pur, des sections bien identifiées, une couleur par section, des repères visuels qui fonctionnent assez bien et une scénographie qui a été conçu sur mesure avec du mobilier conçu expressément pour cette exposition et qui a des motifs qui rappellent soit l'architecture ou le paysage, avec ces vitrines courbes à droite ou ces vitrines qui forment des petites maisons. Donc tout ça, voilà, discrètement permet d'accompagner le visiteur dans son parcours.
Donc la scénographie et le graphisme ont vraiment été des outils extrêmement importants pour la lisibilité de cette exposition. Et ensuite, c'est par des médiums assez variés finalement qu'on a réussi à rendre pédagogique ce discours complexe, puisqu'on voulait ne pas faire une exposition uniquement de visuels, que ce soit voilà, plans, etc. Donc on voulait vraiment avoir des objets 3D, sauf qu'on n'a pas de maquettes par exemple dans nos collections. Donc on a choisi plusieurs éléments, en fait, plusieurs types d'objets qui nous ont permis de sortir quelques-unes de nos collections. Donc en tout, on a à peu près 75 objets exposés, la plupart issus de nos collections et un ou deux prêts uniquement, qui s'attachent à différentes thématiques qu'on rencontre moins sur le quartier lorsqu'on entre dans les maisons et qu'on découvre déjà le mobilier traditionnel, la distribution des pièces, entre autres. Donc on a, par exemple, dans les vitrines qui sont à droite, on insiste sur les artisans avec des outils qu'on a sortis de nos réserves, les différents artisans de cette architecture. On a aussi des résultats de fouilles pour la partie sur les origines de cet aréal landais et sur les jalons et les différentes hypothèses scientifiques qui servent à la datation des bâtiments. Donc ça, voilà, ça fait partie des questions qu'on s'est posées, jusqu'où finalement on peut proposer des objets tout en restant dans le discours architectural. Et vous apercevez au fond, sur la photo de gauche notamment, un manteau de cheminée et une peinture. Donc c'est aussi un peu la même logique de sortir des œuvres d'art et de mettre des œuvres d'art dans notre exposition. Pourquoi ? Puisque ce sont des œuvres qui mentionnent plusieurs représentations qu'ont eu les artistes, les écrivains, les voyageurs sur le territoire des Landes et qui, pour le coup, et ces représentations-là sont intimement liées à l'histoire du territoire. Donc ces œuvres d'art-là servent à la fois à élargir un petit peu le discours et à ce que les visiteurs comprennent dans quelle époque ils se trouvent et justement en quoi les représentations sur les Landes ont façonné l'histoire de ce territoire. Dernière chose, si j'ai encore le temps à évoquer, dans la partie sensibilisation, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis en photo d'après. Alors ça, c'est l'exposition permanente qui est la deuxième expo dans le bâtiment que je vous montrais au début. Autre type d'objet, oui, je ne vous ai pas dit, c'est les matériaux, modes de production. Ça, ce sont des choses qu'on évoque moins sur le quartier de Marquès, donc ça a fait partie des éléments qu'on a pu préciser dans l'exposition. Et enfin, donc pour répondre à l'objectif de sensibilisation, ça nous tenait à cœur d'avoir toute une partie qui est la 4e et dernière section de l'exposition sur la partie contemporaine, où en est l'aréal landais aujourd'hui. Donc une partie assez dense aussi scientifiquement, puisqu'on a fait appel à une sociologue de l'Université de Bordeaux, Isabelle Gobato, qui est allée à la rencontre de plusieurs nouveaux propriétaires qui rachètent petit à petit tout ou partie d'un aréal landais. C'est une tendance qu'on voit apparaître depuis quelques dizaines d'années, et qui est allée interroger ses propriétaires. Donc on a des extraits d'entretien, extraits audio dans l'exposition, et qui finalement dressent des profils assez variés de ce type de propriétaires. Dans cette même partie, on évoque aussi des travaux d'architectes qui petit à petit se réintéressent à ce motif de l'aréal landais et se questionnent sur comment justement l'adapter au XXIe siècle. Donc on expose notamment des maquettes de travail d'un architecte qui est basé à Dax et qui réfléchit à cet aréal du XXIe siècle, à comment, en théorie, l'adapter à des problématiques contemporaines en termes d'écologie, notamment de vie en harmonie avec la nature, ce qui sont des choses que propose déjà la vie en aréal landais traditionnel, d'où ce regain d'intérêt qui permet, même si on conclut de façon un peu triste sur le fait que ce patrimoine est très fragile, mais voilà, cette somme d'initiatives particulières peut permettre de sauver quelques édifices au moins. Donc cette partie-là de sensibilisation, complétée par des projets pédagogiques aussi qu'on a menés avec plusieurs écoles. Enfin, tout ça était une ambition qu'on avait pour cette exposition-là et pour ces 50 ans finalement autour de l'architecture traditionnelle. Donc c'est, je pense, par ce biais-là, donc ces médiums variés, audio, vidéo, photos et objets, et par l'apport de la scénographie et du graphisme qu'on a, je pense, à peu près réussi à rendre pédagogique ce discours-là. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas de combien de temps on dispose pour les échanges avec la salle. Un petit quart d'heure, bon, ça va, ça nous laisse quand même du temps. Je voudrais, avant peut-être de répondre aux questions, je voudrais corriger quelque chose que j'ai dit, emporté par ma défiance habituelle des institutions. En fait, la DRAC nous finance, mais j'avais oublié. Elle nous finance, mais d'abord, depuis pas très longtemps, comme il y a eu la pandémie, on n'a pas eu le temps de s'habituer. Et puis, de manière assez discrétionnaire, c'est-à-dire, c'est le directeur ou la directrice actuellement qui décide. On n'est pas dans les budgets, parce comme on n'est pas musée, on est à côté. Voilà, donc mais je dois corriger cette erreur. Surtout maintenant qu'on est filmé, enregistré. Cela est chose faite. Bon, ben Philippe, tu vas nous raconter ton anecdote. Hein, et puis, quand tu dis une formation, une exposition, c'est forcément engagé, il faudrait définir ce qu'on entend par engagé. Qu'est-ce qu'on entend par engagé? Puisque c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire qu'une exposition doit être engagée, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui. Alors, l'anecdote, je ne sais plus du coup, puisqu'il y a plein de caméras ici. Donc, engagement, en fait, je vais le définir en creux, c'est-à-dire que c'est pour répondre à cette idée qu'il y avait une pression, il pouvait y avoir une pression des pouvoirs politiques ou une autocensure. Jean-Luc a bien dit qu'il y a des sujets qu'on a envie d'aborder, mais qui sont délicats à aborder. Je pense que si on tient un discours, c'est pour qu'il ne soit pas tiède, neutre. On donne des éléments, et ça, c'est ce qui constitue le millefeuille qu'on a évoqué hier. On donne des éléments aux gens, on ne dit pas ce qu'ils doivent penser, bien sûr, mais on leur donne des éléments qui leur permettent de comprendre, de ressentir différemment. Quand je parlais de discours, ça peut être un discours politique, mais ça pourrait être un discours poétique aussi, qui peut être aussi révolutionnaire qu'on veut, quoi. Je veux dire, et donc, en creux, pour dire que le responsable d'une institution culturelle comme un musée ou comme l'établissement que je dirige, s'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, de traiter le thème qu'il veut, il vaut mieux qu'il s'en aille. Voilà. Finalement, l'engagement, c'est le contraire du consensus. Non, oui. C'est vaste comme débat. On ne peut pas être responsable d'une institution culturelle si on s'autocensure en permanence ou si on considère l'art d'une manière générale, c'est une forme de connaissance. Si on recule devant cette connaissance et ce qu'elle apporte, je veux dire, on n'a plus rien à faire, quoi. Je veux dire, il faut changer de métier, quoi. C'est un peu court, non? Oui, pour prolonger un peu ce que vous avez les uns et les autres abordé, je trouve qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que les expositions temporaires, voire même peut-être dans certains cas les expositions permanentes, sont des outils au service des réponses sur les enjeux et les devenirs de notre société ou de nos sociétés. Or, je trouve qu'on reste trop mou, trop neutre dans ces enjeux. Aujourd'hui, par exemple, tous les problèmes de transition énergétique, transition sociale, etc., les problèmes d'environnement, de développement durable, sont au cœur des problématiques de nos sociétés. Et le musée, l'outil culturel, doit participer à aider, à éclairer nos citoyens sur ces changements nécessaires, qui sont incontournables. Et je trouve qu'aujourd'hui, on reste... Alors, on peut s'appuyer sur
sur le patrimoine, sur les objets, sur ce qui s'est passé hier ou avant-hier, sur la réalité d'aujourd'hui et sur comment, demain, peut-on apporter une réponse à ça ou y contribuer au moins en partie. Moi, je voudrais répondre, Marc, j'ai quelque chose à répondre là-dessus. C'est, par exemple, quand on a fait l'exposition Le Grand Espoir, donc sur ce virage agricole des années 60 qui pose problème aujourd'hui à la société, j'ai eu un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé d'un acteur majeur qui aujourd'hui aurait 90 ans, qui est décédé, qui a été un agriculteur de la Jacques, issu du milieu très paysan, populaire, très intelligent, qui est devenu un leader majeur, comme beaucoup d'acteurs de la Jacques de ces années-là, qui sont devenus des décideurs politiques ou des décideurs de grosses entreprises, et qui m'a dit les yeux dans les yeux devant une caméra, avec des grands yeux bleus, si on avait su à l'époque, quand on a fait ces choix d'agriculture hors sol, qu'on allait créer les problèmes qu'on a aujourd'hui, croyez-moi, on ne l'aurait jamais fait. Et je t'assure que j'étais obligé de le croire. Devant quelqu'un comme ça, est-ce que tu crois, Marc, qu'on peut dire, c'était une de nos responsabilités, parce que certains acteurs aussi nous le demandaient, hein, de montrer du doigt et de dire, tout compte fait, vous les agriculteurs, aujourd'hui, vous avez fait le mauvais choix, vous êtes responsables de tous nos problèmes, et on met, enfin vraiment, on accuse quelqu'un. Et en fait, il me semble qu'on était un espace de discussion, ça ne veut pas dire qu'on est neutre, mais moi j'ai été content de constater, alors la FNSEA nous a un peu pilé quand même, mais la Confédération paysanne m'a dit, et j'ai rien contre les Suisses, qu'on était un petit peu suisse ou normand, qu'on aurait pu aller plus loin. Mais tout compte fait, je me dis, on a mis le curseur, enfin, là où j'ai cru qu'il était bon de le mettre, mais oui, tu as raison, il faut montrer, il faut trouver les formes de discours et aussi d'expos qui nous permettent de dénoncer sans pour autant tracer des voies, parce qu'on ne les a pas, les voies. Et je ne peux pas, ou je ne pouvais pas à l'époque dire que je ne sais pas, que ces éleveurs bretons ou que toute cette industrie agroalimentaire bretonne, qui est source d'un emploi colossal, c'était un peu du pipeau, quoi. C'est quand même très dur à dire. Donc oui, on est obligé de soulever les questions et quelquefois c'est difficile d'y répondre. Ça, c'est un témoignage. Et puis je voudrais dire une chose aussi, c'est que sur ces thématiques-là, je sais que c'est un peu tabou aujourd'hui, mais j'ai surtout pas voulu faire de participatif et de comité scientifique parce qu'on aurait eu un résultat qui aurait été au niveau 0. Je peux vous dire que le travail avec les chambres d'agriculture, ça a été, je mesure mes mots, lamentable, et que donc on a fait des petits conclaves, pour reprendre les mots de Xavier, je ne sais pas où il est, mais il aime bien ce mot-là, des petits conclaves avec des experts, mais surtout pas de comité. Et on a quand même associé la chambre d'agriculture, et il y a eu 3 réunions où les cahiers ont claqué parce qu'on a prononcé le mot algues vertes, et j'ai prononcé le mot productivisme. Et les cahiers ont claqué, et plusieurs sont partis. Donc heureusement qu'on n'a pas fait de comité scientifique, voilà, je voulais le dire, et on n'a pas été participatif. Voilà. J'aimerais juste faire un petit commentaire également, excuse-moi, justement pour relier les deux choses. Cette question que tu posais de en quoi on est engagé, ça veut dire quoi être engagé, et ce sujet qui traverse toute notre société et toutes les générations. Moi, je pense que les idées et les objets, pour reprendre cette question du réel, ne se réduisent pas l'une l'autre, et que les défenses de ces idées-là peuvent se traduire, et se traduisent d'ailleurs, de tout un tas de façons, y compris par des expositions, mais pas que, et c'est très bien, et les expositions ont peut-être pas à traiter toutes, de plein de façons, tous les sujets sociétés qui nous portent. Par contre, là où quelque part je trouve ça enthousiasmant d'être engagé, et à la fois je me dis peut-être pas risqué mais très réducteur, c'est que ces différentes périodes de confinement nous l'ont montré. L'engagement, pour moi, là, aujourd'hui, c'est de se dire, putain, sortez de chez vous. Allez voir des choses, allez vous confronter au réel, faites face. Enfin, on était quand même empêchés d'aller marcher en montagne, quoi. Enfin, je veux dire, le risque était hyper minime. Je parle d'une toute nouvelle pyrénéenne qui n'est pas du tout pyrénéenne, mais ça paraît complètement aberrant. On l'a tous vécu. Et je me dis, retournez au musée pour voir du réel, pour vous affronter au réel, parce que effectivement,
et c'est très bien, nous avons des échanges d'idées et des débats d'idées plus ou moins bien menés, mais uniquement là, dans l'interface du cerveau, de façon éloignée, sans exister physiquement nous-mêmes en tant qu'animal vivant parmi ceux vivants qui nous préoccupent. Et je trouve ça dingue qu'on en soit arrivé là, en fait. Voilà, juste je voulais partager ça. Si je peux poursuivre là, sur la question qui nous était renvoyée d'assumer finalement le fait de questionner des sociétés en transformation et des sociétés confrontées à des enjeux majeurs. Juste peut-être, c'est pas une anecdote, c'est plutôt un constat qu'une exposition précédente que nous avions construite, je dirais, continue à travailler localement, socialement, politiquement. Donc c'est à propos d'une exposition qui s'intitulait Résultats des courses, où on avait traité de l'approvisionnement alimentaire. Alors il se trouve qu'il y a eu plein d'expositions dans la même temporalité sur les questions alimentaires, donc on n'était pas vraiment originaux. Mais en tout cas, ce qui m'est revenu après, pendant et après, c'est ah oui, maintenant on ne peut plus traiter de ces questions-là sans envisager, je dirais, les rapports culturels à l'alimentaire. Et bon, on se dit, finalement, là, on a joué notre rôle là, d'un certain point de vue. Et effectivement, maintenant, quand on se pose la question politiquement, comment on fait pour penser les villes de demain, leur alimentation, etc., il faut aussi peut-être partir de ce que les gens, je dirais, vivent, perçoivent, mangent, aspirent à. Et voilà, donc on se dit là, on a un petit peu joué notre rôle. Et puis sur la question d'engagement, à partir du moment où justement on joue ce jeu-là d'aller au-devant, et puis finalement de partir de ce qui va, je dirais, être une expression ou des expressions, il y a peu de chances qu'on ne soit pas engagé. Alors après, effectivement, il y a des choix qui sont plus ou moins pertinents et je dirais, plus ou moins incisifs, ça c'est sûr. Il y a des sujets plus confortables que d'autres, c'est clair. Mais par exemple, un instrument de musique, ça peut paraître à la fois très consensuel. Tout le monde en a des instruments de musique, tout le monde parle volontiers de ces objets qui sont plutôt des objets chéris, sacrés, aimés. Et puis en même temps, autour de ça, on va raconter que ces histoires dont on va nous bassiner sur, je ne sais pas moi, le grand remplacement ou enfin pardonnez-moi, mais des conneries pareilles, ça n'a aucun sens quand on parle des objets, quand on parle des pratiques. Voilà, est-ce que la guitare a remplacé quoi que ce soit? Est-ce que le oud va remplacer? Non, on se rend compte simplement qu'il y a des choses qui circulent, que les cultures évoluent, qu'elles sont vivantes et que voilà, nous sommes des humains qui échangeons en permanence et c'est tant mieux. J'avais une question. Du coup, j'avais une question, Vincent, pour toi, en lien avec le titre. L'exposition là, qui est faite à partir de collectage, des prêts, mais aussi la constitution d'une collection immatérielle, enfin, de documents sonores. Qu'est-ce que vous en faites, vous, justement, dans votre institution qui est hybride? Est-ce que ça devient des archives? Comment elles sont gérées, ces collections? Parce que je pense que c'est aussi un sujet de cette porosité entre le matériel produit pour des expositions temporaires et comment elles sont conservées et qu'elles deviennent patrimoine ou pas. Oui, merci pour la question, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, effectivement. Quand j'ai dit que la collection elle était temporaire et qu'effectivement on est en train de restituer des objets, il y a quelque chose qui, en revanche, va rentrer dans des fonds. Donc du coup, on ne va pas parler de collection, on va parler de fonds d'archives, qui sont effectivement les témoignages, qui sont aussi des photographies d'objets, de personnes. Et donc ça s'inscrit dans un dispositif qui est en place déjà depuis de nombreuses années, effectivement de collecte, de témoignages, de récits qui ont, je dirais, leurs normes, qui constituent effectivement de fait une collection. On en est, je crois, maintenant à peu près 200 témoignages comme ça, et qui vont ensuite être valorisés de différentes manières, soit reconvoqués à certains moments, soit prêtés quand les personnes nous ont prêté, ou en tout cas consultés par des chercheurs, ou prêtés pour des institutions qui nous le demandent quand les personnes nous ont autorisés à le faire. Voilà, donc c'est sûr que c'était un peu caricatural que de dire oui, nous on est très très léger puisque à chaque fois on réinvente les choses. Non, pas tout à fait. On a aussi cette mission-là de
de cumuler, de capitaliser, de construire aussi des fonds qui, par certains côtés, effectivement, on se rend compte que c'est des questions réglementaires qui vont différencier les choses entre des collections et des fonds d'archives. On a aussi des objets, évidemment, dans ces archives-là. C'est moi qui ai le micro, donc Marjolaine me l'a donné. Xavier Delasselle, musée Gadagne. Je trouve que c'est intéressant qu'on revienne dans la discussion sur le sujet de la table ronde, donc faut-il des collections pour faire une exposition, si on le relie à la question de l'engagement, parce qu'à écouter les interventions et les questions qui ont été posées ensuite sur qu'est-ce que c'est finalement une exposition engagée, ou en quoi l'exposition est un acte d'engagement, je me suis demandé, donc, du coup, comme les intervenants n'ont pas tous pu répondre à toutes les questions que posait Valérie, finalement, une exposition, c'est souvent éphémère, même si certaines durent assez longtemps. Donc on peut faire en sorte que le sujet, la thématique traitée colle avec l'actualité, soit dans une problématique contemporaine, bien ancrée dans le sujet de société. On va mettre des objets qu'on va emprunter ou on va sortir de ses propres collections selon le type d'institution que l'on est. Mais après, sur le long terme, parce que finalement, la question des collections, moi j'ai beaucoup aimé le propos de Rachel sur le rapport à l'objet, la question du réel, le fait de se raccrocher au réel, mais aussi dans les collections. Alors c'est des objets, mais aussi dans collection, il y a l'idée de constituer une collection. Parce que quand on dit, c'est pas la même chose de dire faut-il des objets pour faire une exposition et faut-il des collections. Et donc, pour être plus précis, j'essaie de formuler une question de façon qui ressemble à une question. Comment, à partir d'un projet qui s'appuie sur une question sociétale engagée, on constitue une collection? Est-ce qu'il est possible de constituer une collection sur un sujet problématique de société, à partir des expériences que vous avez décrites les uns et les autres? Je vais tenter de répondre à ta question, Xavier. Il y a par exemple, tout à l'heure je parlais des envies. Il y a une envie, et je pense qu'elle est pertinente, ce serait de faire un sujet d'exposition autour de la pêche, qui en Bretagne a une particularité de pêche en eau douce, qui a débouché sur en tout cas pour la pêche dans les rivières à salmonidés, sur une prise de conscience dans les années 60 de perte de qualité de l'eau, de non-remontée des poissons migrateurs, et que ces pêcheurs sont devenus une des plus grosses associations de protection de l'environnement en France, qui s'appelle Eau et Rivières, et de Bretagne, et très militante, qui a dépassé bien évidemment le cadre de la pêche pour passer à l'eau de consommation, passer à la qualité des cours d'eau de manière générale, à la biodiversité de manière générale. Et avoir cette perspective-là, ça veut dire, et tu as raison, effectivement, qu'on se donne les moyens d'anticiper, de faire une collecte qui puisse... On est déficitaire dans ce domaine-là, par exemple. On a des objets, mais on est déficitaire. Et on a des choses à faire. Et on a des pistes, là, aujourd'hui. On recherche on a des avions renifleurs, un peu, des rabatteurs. Mais voilà, on a une collection à constituer autour de ce thème-là, autour de cette pêche, que ce soit sur la pêche elle-même, la pêche à la mouche ou autre, sur cette actualité, ces affiches. Il y a beaucoup d'affiches sur la préservation de l'environnement, de la qualité de l'eau. Voilà. On a effectivement des collections à créer parce qu'on n'a pas tout pour répondre à des problématiques de société et avoir un discours engagé sur ces problèmes d'environnement majeurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Pour répondre également à ta question, moi je ne suis pas partisane de collectionner. Je pense à ce fameux titre d'un ouvrage de Serge Chaumier, Écomusée versus Technomusée. Les réglementations qui ont évolué, et pourtant c'est un musée de France, il y a des gens ici des musées de France, les réglementations qui ont largement évolué me freinent dans la constitution d'une collection au vu de leur traitement réglementaire après. Et donc, je vais être très consensuelle et limiter l'entrée en collection. Je bénis la mise en place du matériel d'étude. J'adore le matériel d'étude. Et donc, je fais rentrer du matériel d'étude. Et je vais très, très doucement sur la régularisation de
de certaines collections. Alexandre, ce sera la dernière question. Oui, en fait, je voulais rebondir sur et aller au-delà de ce qu'a dit Vincent. Et la question des collections, c'est que tous les sous-entendus, c'est qu'une collection, c'est forcément dans le musée. Enfin, bon, je ne parle pas des collections privées. Et donc, il y a une expérience qui a été lancée à l'écomusée de Fresnes en relation avec l'écomusée du Fier-Monde. Beau nom, n'est-ce pas, cet écomusée du Fier-Monde, sur ce qui s'est appelé les collections écomuséales. Et donc, je rebondis sur Vincent, parce que finalement, quand on lui a posé la question du devenir de ces instruments, il a parlé des interviews, des documents, mais pas des objets. Et donc le principe de la collection écomuséale, c'est peut-être une ouverture qui peut être intéressante, c'est de dire, au fond, et ça renvoie un peu aux prémices des écomusées, hein, c'est le territoire, le musée. Et là, c'est les collections restent, les objets restent chez les gens, qui deviennent conservateurs de leurs propres objets. On ouvre un inventaire des collections qui sont sur le territoire et dont les gens sont responsables parce que c'est leur objet. Alors évidemment, on va dire que ce n'est pas les mêmes conditions de conservation, on n'en a pas pour 100 000 ans et ça peut se dégrader, puis ça peut être transféré, etc. Mais voilà, c'est peut-être une idée intéressante à creuser. Juste un tout petit rebond. En tout cas, c'est des liens que nous, on garde. Effectivement, on n'est pas allé, et c'est intéressant hein, de penser cette formalisation-là, cette forme de responsabilisation aussi mutuelle, hein, finalement, qui est vraiment un peu ce vers quoi on tend tous, avec une petite difficulté, c'est que les gens circulent, les gens bougent, et voilà, mais c'est ça qui est humain, et les objets aussi circulent, et donc on a déjà perdu quelques contacts, mais en tout cas, voilà, il s'est passé quelque chose, et effectivement, je pense que la relation en elle-même, c'est ça qui est peut-être au fond, au cœur de notre objet, la relation en elle-même, effectivement, je pense qu'elle s'est enrichie et va nous permettre de construire d'autres choses. Bon, il faudra faire des rencontres professionnelles autour de la question des collections. Je crois que ça s'impose. Merci à tous pour ces échanges qui étaient vraiment passionnants. On voit bien que la question de l'exposition et de l'engagement est un sujet qui reste encore ouvert, en tout cas qui nous anime et qui nous nourrit. Donc vraiment merci à tous les 5.